Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à un nouvel épisode de notre émission Voix de fait, l'émission politique. Et nous allons aborder aujourd'hui les élections européennes avec un parti qui nous vient de France, le parti UDLEF. Donc le parti UDLEF, j'ai ici deux représentants de ce parti. Donc Monsieur le professeur Fkak, qui est vice-président, et il est aussi chargé des affaires européennes et africaines dans ce parti. Et nous avons aussi Hinda Djeridi, qui est chargée des affaires sociales, humanitaires et écologiques. Et nous allons travailler aujourd'hui sur ce plateau et discuter de ce parti, ses objectifs, ses attentes et sa stratégie d'élaborer ses élections prochainement. Donc bonsoir professeur Fkak, bonsoir Madame Djeridi. Bonsoir cher monsieur. Merci d'être ici parmi nous. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Voilà, donc je commence par politesse par Madame. Oh. Donc voilà, donc Madame Djeridi, oui. D'abord je vous connais dans les réseaux sociaux, vous êtes très active sur le droit des femmes, sur les droits de l'homme d'une manière générale. Vous travaillez sur plusieurs actions, entre autres l'humanitaire. Vous apportez beaucoup de l'aide justement aux personnes qui sont dans la précarité. Vous faites plusieurs voyages en Tunisie et autres dans le monde pour essayer d'aider l'autre, etc. Vous êtes beaucoup dans l'empathie, dans l'aide. Pourquoi avez-vous choisi la politique cette fois-ci? Très bonne question justement. Mais comme vous m'avez dit, je suis beaucoup dans l'aide, beaucoup dans l'humanitaire, oui, beaucoup dans l'empathie et surtout la souffrance humaine me touche énormément. Je suis une amoureuse de l'humain et de l'humanité. Et ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir comprendre l'humain. Et pour moi, la politique justement fait partie de cet humain. Et pour moi, c'était important justement de faire partie de la politique parce que je me suis dit, c'est la politique qui fait les lois. Et il faut des lois beaucoup plus humanistes, beaucoup plus proches du peuple, des lois qui sont justement faites pour aider ces personnes qui sont en difficulté. Et pourquoi ce parti UDLEF, l'Union démocratique, liberté, égalité, fraternité? Justement, le nom... Vous avez la réponse dans le nom. Liberté, égalité, fraternité sont des valeurs qui nous touchent tous. De la République. Exactement, de la République, de la démocratie. Et ce sont des valeurs humaines avant tout. Voilà pourquoi j'ai choisi ce parti, qui est un parti qui regroupe des personnes de divers horizons et des personnes qui ont une histoire à partager. Puis aussi, nous sommes tous des membres humanistes. Et ça, c'est important, justement. Je pose la même question au professeur Fkak. Donc, professeur Fkak, vous êtes chargé des affaires sociales, humanitaires, ces affaires sociales, et vous êtes président, vous êtes vice-président chargé des affaires européennes et africaines. Mais ma première question, c'est d'abord pourquoi le choix de ce parti UDLEF? Alors, le choix d'abord parce que dans le cadre de la diversité, parce qu'elle m'a tendu une très belle perche, dans le cadre de l'humanitaire, dans le cadre de l'ensemble des ONG, des fédérations, on est dans une situation qui est apolitique, où nous sommes toujours en train de demander à des partis politiques qui ne répondent pas. Aujourd'hui, on a compris qu'il faut se faire élire, on n'a rien à demander, on impose et on propose des lois. Ça, c'est important. Donc, l'objectif de la création de ce parti, c'est justement parce qu'il y a ce vide. Le vide, d'abord, pour deux choses. Le vide de la diversité qui n'est pas représenté dans l'ensemble des partis. Ça, c'est un premier problème. Il faut qu'il y ait donc, on a répondu aux besoins à peu près au niveau de l'Europe, c'est 157 millions de gens qui ne sont pas représentés. Et quand vous regardez même les partis politiques français, finalement, la diversité n'est donc pas représentée. Donc, on se force à la représenter parce qu'aujourd'hui les gens n'ont pas compris que l'Europe c'est de la diversité, que l'Europe c'est une diversité de culture et que là il va falloir comprendre que c'est pour ça que finalement quand j'ai été élu vice-président, non j'ai pas la présidence mais j'ai pour le moment que le vice-président. Pour commencer c'est pas mal. Pour commencer c'est déjà beaucoup. Alors donc ils m'ont chargé alors ils m'ont chargé de deux choses. D'abord au niveau de l'Europe, il faut que l'on passe depuis à peu près 1958, depuis Robert Schuman, où je dirais l'Union européenne s'est faite avec 6 et 7. Aujourd'hui, il faudrait qu'on passe à une avancée extrêmement importante, c'est l'Europe
politique. C'est l'Europe du fédéralisme. C'est pour éventuellement, parce qu'aujourd'hui, l'Europe est en danger, ou elle est dans une société à risque politique du souverainisme et de la blocage de l'ensemble des frontières. Et ce n'est pas vivable. Et le Brexit nous a démontré que l'ensemble des pays conservateurs ou extra-conservateurs, c'est-à-dire de l'ultra, de la droite, veulent regrouper leur politique territoriale en cassant les frontières et contre l'immigration, contre les échanges, contre Erasmus. Mais quel sera votre rapport justement en tant que parti politique? Vous parlez de l'Europe qui est en danger, le problème du Brexit, il y a aussi le problème d'immigration, il y a le problème aussi de tout ce qui est lié aux cartes d'identité, etc., l'harmonisation des pratiques à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que votre parti peut apporter justement pour essayer de sauver l'Europe, si on peut parler de... Alors, il n'y a pas de thérapie de choc. Certains de la droite ne garderont que le choc de la diversité, mais nous ramenons une thérapie politique. Qu'est-ce que c'est la thérapie politique? D'abord, c'est le fédéralisme qui doit se regrouper, on doit constituer un seul État, avec la diminution de l'ensemble des budgets au niveau de la politique des affaires étrangères, avec un seul ambassadeur et une seule ambassade et un seul consulat au niveau de l'Europe. C'est très important. La deuxième chose, c'est l'Europe de la défense. Comment on doit se défendre? L'Europe de la sécurité. L'Europe également sociale. Et ça, ce sont des points importants. L'Europe de la fiscalité qui doit être harmonisée. La création d'une agence d'harmonisation des lois entre les niveaux de l'Europe. Parce que au niveau de la fiscalité, c'est très important et c'est une des demandes importantes des Gilets jaunes, par exemple. Et la société de participation au niveau de l'Europe, c'est ce que nous ont démontré un petit peu les Gilets jaunes et ça risque d'être contagieux pour l'ensemble de l'Europe. Ils veulent participer avec des référendums et ça c'est une nouvelle politique. On ne peut pas rester dans une démocratie pour tous et une méritocratie pour chacun, mais en excluant quelqu'un. Il faut donc aujourd'hui une espèce de société de confiance qui doit renaître à partir de l'Europe et une société de la méritocratie. Pas une société de défiance, pas une société de méfiance. Et ça, c'est ce que l'extrême droite essaye de nous démontrer. Autrement dit, même à l'extrême, quand l'extrême droite et les conservateurs veulent du souverainisme, ils sont contre l'Europe. Finalement, qu'est-ce qu'ils cherchent en se faisant élire? C'est une implosion de l'intérieur. Ils veulent casser de l'Europe de l'intérieur. Et donc ça, c'est l'idée de ce que nous apportons. Nous apportons dans des solutions l'harmonisation de la fiscalité, parce qu'il n'y a que 3 impôts, en gros, pour faciliter les choses. Il y a l'IS, qui est des impôts des sociétés, où pratiquement ce sont 2% des sociétés qui payent, les petites ne payent pas. Et donc il y a presque des fuites, je dirais, de la fiscalité au niveau de l'Europe. Alors, si on harmonise la loi, on ne peut plus fuir, puisque vous allez en Suisse ou vous allez ailleurs, ce n'est pas possible. Il faut donc des contraintes de type juridique. Nous sommes dans l'Europe des États de droit, non pas de passe-droit. Nous sommes des États de la loi, non pas des États de foi. Et là, c'est très important d'avoir cette espèce d'harmonisation. La défense, la sécurité, la définition d'un islam européen, sans ingérence d'aucun pays, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit les pays du Maghreb ou autres. Parce que derrière tout ça, il y a une industrie de viande, il y a une industrie du halal, du tourisme halal, maintenant même comment dirais-je, le maquillage halal, et ainsi de suite. Et on comprend que ces gens-là, quand ils poussent un certain nombre de gens, il faut qu'il y ait une définition de type européenne. L'immigration, il faut un pacte de type européen. Et l'immigration, nous sommes aujourd'hui coincés. Certaines lois sont dépassées. Je donne un exemple. Lorsqu'un pays était souverain, il avait le droit de faire rentrer qui veut et de faire sortir qui veut, et il donne le visa et il donne le passeport à qui veut. Aujourd'hui, la frontière s'est déplacée. Elle est à 4000, 5000 au niveau de l'Europe. La frontière espagnole ou la frontière italienne n'est plus une frontière du pays, donc et vous une êtes frontière pour la fermeture européenne. des frontières? Non, c'est simplement un partage et d'avoir ce que nous faisons dans le parti. Parce que c'est le même discours que... Non, il n'est pas... Nous disons, nous nous inspirons un petit peu des États-Unis, nous nous inspirons du Canada, nous nous inspirons de l'Australie. Il faut mettre les politiciens dans le coup. Chaque pays doit définir, considérer comme un district qui travaille dans une cadre de confédération, qui définit ses besoins
en fonction du marché, et à ce moment-là, on fait l'appel par métier. Mais il n'est pas question de recevoir tout le monde. Il n'est pas possible de les accueillir. Ça, c'est dans le cadre de la réglementation de l'immigration sélective choisie. Mais quand il s'agit des flux migratoires, comment vous allez pouvoir gérer ça? Alors, il va falloir travailler avec les pays africains. Et là, les pays africains, vous avez déjà, au niveau de l'Union méditerranéenne, les accords de Barcelone. Et là, il y a des problèmes d'explosion démographique, il faut le régler. Car l'Afrique sera en 2025, elle passera de 1,2 milliard vers 2,5 milliards. Imaginez 2,5 milliards, 10% de la population, selon la Banque mondiale, c'est 3%, donc c'est 210 millions de gens qui circulent un petit peu à travers le monde, mais l'Afrique, ça sera 12%. Admettons 10%, ça vous fait 210 milliards, 210 millions de gens qui vont. Où est-ce que vous allez les recevoir quand ils montent du sud vers le sud et vers le nord? Et le Maghreb risque d'être des pays de transition. Donc l'Europe, c'est une bombe à éclatement. Ça, c'est un véritable problème. Deuxième chose, il y a l'eau. L'eau qui va manquer. Ici, il va y avoir un surplus avec le gonflement peut-être des océans où certaines parties du territoire vont disparaître. Mais en Afrique, il y a des problèmes, des stress hydriques. Donc, en gros, on va s'attendre à des flux migratoires quand même plus importants dans les années à venir. Oui, alors comment les retenir. Les retenir, il y a le co-développement. Il y a le co-développement à faire un certain nombre d'entreprises et puis de créer ce qu'on appelle dans notre parti un Erasmus africain pour que tous les étudiants qui veulent venir en Europe seront les bienvenus. Et là, il y a une problématique également de le climat. Le climat avec la désertification, avec la déforestation, avec tous les problèmes. Ça fait donc de nouveaux réfugiés climatiques, non pas politiques ou d'ordre économique. Il y a également la sécurité de type alimentaire, auquel l'Europe doit y réfléchir. Aujourd'hui, alors le chômage, la technologie, etc. Mais aujourd'hui, l'Europe ne peut pas aider en donnant 21 milliards, j'ai les chiffres ici, de 2016, comme donateur. Elle donne 32 milliards tous les ans qui sont investis dans les entreprises, au niveau de l'Afrique, et un tiers, c'est pratiquement de l'IDE, c'est-à-dire les investissements directs de l'étranger. Il y a 3,5 milliards qui sont donnés ou alloués pour le développement durable. Il y a 7 milliards et avec 7 missions civiles et militaires qui sont déployées en Afrique. Et il y a 1,4 milliard qui sont consacrés à des problèmes d'ordre éducatif pour 2014 jusqu'à 2020. L'Europe ne peut pas faire plus, parce que ce sont les impôts des citoyens. Ça fonctionne, tous ces budgets, ces fonctionnements, ces organisations qui gèrent justement ces projets au niveau africain, au niveau de l'Afrique. Est-ce que ça fonctionne réellement? Alors ça ne fonctionne pas. Ou soit seulement sur les papiers, comme on le voit souvent. En tout cas, sur les comptes de l'Europe, ils sortent. Oui, mais maintenant, l'argent sort, mais est-ce qu'il est bien utilisé? Alors leur opération est un petit peu difficile. Parce qu'on a de plus en plus de personnes qui cherchent quand même à venir, à prendre des risques parfois qui sont c'est certain. Énormes. Et donc l'Europe doit gérer ses fonds, doit gérer, parce que les sociétés de type africain, les gouvernements qui sont là sont très défaillants. Je donne un exemple. Il est inimaginable aujourd'hui, après 65 ans d'indépendance des pays, aujourd'hui ils ne savent pas, tous les pays, sans exception, je dis bien sans exception, sont incapables de gérer l'électricité qui est par l'IDEC et Vivendi, etc. Ou d'autres sociétés espagnoles, portugaises et belges qui gèrent avec des contrats jusqu'à 45 ans. Imaginez le Maroc, c'est 44 ans. Vous avez des contrats jusqu'à 35 à 40 ans. Vous avez également l'eau, incapable de le gérer. Tous les pays africains, incapables de gérer le tourisme, incapables de gérer le transport, incapables de gérer les appels d'offres, le offshoring, l'automobile, l'aviation, tout ceci sont des Européens. Alors, qui partent? Deux grandes catégories partent. Il y a d'abord, et c'est malheureux, en raison de l'infrastructure démocratique qui n'existe pas et la méritocratie pour tous, la fuite des cerveaux. Donc j'en suis un. On va revenir aux fuites des cerveaux. Je donne la parole à Hinda Djeredi, qui a choisi la politique, qui veut vraiment s'engager. Le niveau européen
et les problèmes au niveau européen, donc les problèmes au niveau européen que nous sommes en train de discuter maintenant au niveau de l'immigration, de la sécurité, le côté patriotique, l'harmonisation des pratiques sur plusieurs sujets, la lutte contre le terrorisme, etc. Vous, Hinda, quelle est votre vision de l'Europe aujourd'hui? Alors déjà, ma vision, comme vous le savez, c'est déjà une vision où pour moi l'humain est prioritaire. Donc l'Europe, pour qu'elle soit forte, il faut déjà des pays forts avec des citoyens forts. Et pour avoir des citoyens forts, il faut des citoyens éduqués, avec justement un enseignement. Moi, je prône énormément l'école démocratique où on apprend, où on réapprend les valeurs justement de la laïcité, du vivre ensemble, de la tolérance, du civisme, qui se perdent malheureusement aujourd'hui, et on le voit avec notre jeunesse déjà dans un premier temps. C'est aussi des citoyens forts au niveau de la santé. On ne peut pas justement faire des économies sur la santé quand vous voyez qu'il y a du personnel de santé qui se suicide, ou alors que vous voyez des personnes qui sont malades et qui restent des heures dans les services d'urgence. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas donc aussi faire des économies sur l'éducation, puisque l'éducation est primordiale si réellement on veut des citoyens forts et des citoyens qui ne sont pas dehors comme ce que disaient tout à l'heure les gilets jaunes qui revendiquent des droits humains. C'est pas justement n'importe quoi, ce sont des droits humains avant tout. Donc ce qui est important, c'est vraiment de les écouter, d'être à leur écoute. Et aussi, je me dis, l'Europe doit être un bloc uni, rempli de ces valeurs humaines de fraternité, de liberté et d'égalité. En tant que citoyen, avant tout, avant de faire de la politique, on est des citoyens, on est des humains. Et ce qui est important justement, c'est que le bien-être de l'autre est primordial pour moi, énormément. Et je pense que à travers ces valeurs du parti, qui sont des valeurs humanistes, bienveillantes, parce que malheureusement, on entend toujours des beaux discours. Je suis pas contre les autres partis politiques parce que chacun a sa place. Je suis toujours dans la tolérance de chacun a son discours. Aujourd'hui, il y a des êtres humains qui sont en souffrance. Aujourd'hui, on voit de plus en plus, puisque je suis chargée du social, eh bien, on voit beaucoup de SDF, de plus en plus d'SDF. On voit de plus en plus justement de familles monoparentales qui sont en précarité, et on voit des en augmentation. Bien sûr, c'est de plus en plus en augmentation, en fait. Mais parce que il y a une augmentation des inégalités, on le voit. Il y a de plus en plus de riches qui deviennent de plus en plus riches et de pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres. Donc là, c'est réellement au niveau du social, des inégalités sociales qu'il faut absolument mettre en avant pour les retravailler et faire en sorte. Concrètement, est-ce que vous avez un plan d'action pour justement lutter contre ces inégalités, en sachant qu'en France, en Belgique ou d'autres pays en Europe, on a de plus en plus des inégalités sociales. Exact. Oui, c'est ça, il y en a de plus en plus. Et puis après, à ce niveau-là, oui, au niveau du parti, on a justement D'ailleurs, je laisse plutôt le professeur parler, puisque à ce niveau-là... Alors là, les inégalités... C'est son domaine au niveau de tout ce qui est, justement, oui, la fiscalité. Alors, au niveau de la fiscalité, il va falloir une harmonisation au niveau de l'Europe pour imposer des quotas, je dirais, graduels d'impôts. Et c'est comme ça que l'on peut résoudre. Il ne peut pas y avoir de grande différence de 120 ou 130 fois par exemple, le SMIC. Ce n'est pas possible. Il faut créer cette espèce qui est demandée même par les Gilets jaunes de l'ICF. Quand les gens ont les moyens, ils peuvent être généreux. Il faut qu'il y ait la solidarité de type européen. Sinon, si l'on n'anticipe pas, et le parti a compris ça, l'UDLEF, si l'on n'anticipe pas pour trouver des solutions, pas prendre la main à la société et de mettre une espèce de solidarité à l'encontre des Brexit, mais des Frexit. Comment le faire concrètement? Comment rapprocher votre vision, vos projets, vos propositions en fait, à un État qui existe déjà, une structure qui fonctionne en fait d'une manière, disons, unilatérale, des décisions qui sont parfois descendantes, imposantes par rapport au reste de la société, entre autres le problème des Gilets jaunes. Prenons l'exemple, par exemple, de l'étourdissement au niveau européen, la loi sur l'égorgement, sur l'étourdissement pour les musulmans. Il y a plus ou moins 50 millions de musulmans en Europe. Au jour d'aujourd'hui, on voit de plus en plus de pays qui interdisent justement le fait qu'il y ait cette fête de sacrifice, et ça choque les 50 millions de musulmans. Qu'est-ce que votre parti, par exemple, pourrait
faire pour essayer de remédier, ou trouver ou expliquer ce genre de phénomène? Non, c'est un état de droit. C'est un état, pas de loi, pas de foi. Les pays sont des pays laïques, en dehors peut-être de 2 ou 3 pays qui sont ce qu'on appelle la laïcisation, qui peuvent accepter. D'autres ne l'acceptent pas. Si vous rentrez dans la constitution et de la loi, c'est une très bonne chose. La deuxième question que vous avez posée, qui est très importante, comment faire, c'est de transformer les États en districts comme aux États-Unis, ou en cantons, ou en régions, où vous mettez un gouverneur. Les États-Unis ont commencé leur constitution. Il y a des États, il y a des États européens qui fonctionnent quand même en région, comme en Belgique par exemple. Comme en Belgique ou la Suisse. Ce sont des États différents. Oui, 3 États. C'est 3 États. Ou alors la Suisse par exemple, c'est une confédération. Mais moi je parle de la fédération, c'est-à-dire transformer cet État, c'est un problème constitutionnel. Des États fédéraux, comme en Belgique. L'État, ou alors le modèle, il y a le modèle allemand, il y a le modèle de la capitainerie du Brésil, il y a le modèle du district des États-Unis, il y a le modèle français, il y a le modèle allemand des Länder, il y a d'autres modèles. En tout cas, il y a 24. Mais ça fonctionne pas, par exemple, en Belgique. La majorité, par exemple, maintenant, donc les partis qui sont des grands partis demandent justement la confédération, ils veulent abandonner la fédération. Oui. Le fédéralisme n'est plus pour eux une solution durable pour créer vraiment un pays fort sous par exemple l'autorité soit d'une république ou d'une monarchie. Je comprends, mais il faut trouver donc une forme institutionnelle qui puisse satisfaire tout le monde. Certains veulent passer à la confédération parce que la Belgique est un cas particulier. Il y a les Flamands. Il y a d'autres partis comme la Hollande aussi. C'est ce que j'essaye de vous expliquer, ça va être compliqué, complexe à mettre en œuvre en fait des propositions d'harmonisation. Vous parlez beaucoup d'harmonisation de l'immigration, harmonisation de l'économie, mais le faire dans la pratique, je pense que ça va être quand même très difficile. Vous me demandez une solution. Le parti du UDF prend l'anticipation avant d'être pris par la gorge parce que les gens aujourd'hui veulent absolument qu'il y ait une harmonisation de la fiscalité pour qu'il n'y ait pas de fuite des capitaux. Ça c'est très important. Que vous achetez une voiture là ou en France ou en Belgique, ça devrait être la même chose. La nourriture. Donc il y a une espèce de régionalisation de l'Europe face à la mondialisation. C'est ça qu'on a oublié. On a oublié que l'Europe doit être la deuxième puissance du monde, avec bien sûr la France qui est pas anti-OTAN, mais disons qu'elle est dans le Conseil de sécurité, qu'elle va représenter en dehors peut-être de l'Angleterre, l'Europe de la défense. Et là, la mondialisation, elle casse tout, elle détruit tout, rien ne lui est sacré. Et elle casse tout, elle détruit tout. Est-ce que les multinationales vont justement vous laisser harmoniser, par exemple, l'économie et la fiscalité, en sachant, tout le monde le sait, sans langue de bois, que l'argent, et c'est les multinationales, ceux qui ne payent pas d'impôts en général. D'accord. Et c'est une minorité majoritaire, très forte, très puissante. Est-ce que votre parti a vraiment cette force pour pouvoir changer les choses notre parti n'est pas petit, il est jeune, il a de grandes idées, il a des expériences de l'ensemble de ses experts, et donc il va présenter que des professeurs et des grandes universités qui n'ont pas pu s'intégrer ou qui ont été rejetés, et donc on les récupère parce que la majorité, ils ont 30 ans d'expérience politique, soit en France, soit un peu. On aurait souhaité avoir la liste du type européenne, transversale, où on aurait présenté l'ensemble des 27 pays sur une même. Mais l'Europe ne l'a pas accepté. Mais aujourd'hui, comment fonctionnent les États-Unis? C'est un modèle. Comment fonctionne l'Afrique du Sud? Comment fonctionne le Brésil? Il y a 24 fédérations dans le monde qui fonctionnent parfaitement bien. Mais la Belgique, la Suisse fonctionne parfaitement bien comme une confédération. Mais la Belgique, il y a 3 langues, il y a 4 catégories, et vous avez des quotas. Le quota de 12 personnes, par exemple, 12 personnes c'est pour les Flamands, 8 personnes c'est pour les francophones, et une seule personne pour la catégorie germane. Ça fait 21 personnes. Et il y a, bien sûr, une forte immigration qui n'est pas donc représentée, même s'il y a une dizaine de bourgmestres, l'équivalent de maires, au niveau de la Belgique. Mais ce que je voulais dire, ce qui est très important, c'est que si l'on n'anticipe pas la crise elle-même va nous rattraper en Europe, parce qu'on n'a pas avancé. On est resté dans l'Europe
industrielle, l'Europe commerciale, l'Europe du supermarché. Il faut qu'on passe à l'Europe politique et l'Europe fédérale pour qu'on puisse se regrouper face à la mondialisation. Cette crise aujourd'hui que nous vivons, qui est celle des gilets jaunes, qui est celle des institutions, où on n'arrive pas à avancer, où il y a certains Brexit parce que certains partis dans l'Angleterre ont menti. Ils n'ont pas dit quelles sont les conséquences du Brexit. C'est une très belle leçon pour l'extrême droite qui veut imploser comment dirais-je, l'Europe de l'intérieur. Et cette crise qui est aujourd'hui salutaire, salvatrice pour nous, parce qu'elle remue le cocotier des institutions et elle donne l'opportunité à la jeunesse et à la diversité de se rattraper pour surfer sur cette voie, surfer sur ces vagues, les hauts et des bas, et pour trouver une solution pour nos enfants. Car l'Europe n'est pas une Europe chrétienne ou une Europe musulmane, c'est une Europe culturelle qui doit se redéfinir, qui doit se relifter et qui doit intégrer un certain nombre de cerveaux, de fuites qui sont devenus européens de l'Afrique. Soit les ramener, et eux peuvent gérer l'Afrique parce que l'Afrique est incompétente aujourd'hui. Vous leur donnez l'argent, des impôts des gens en Europe. Un président de la République ne peut pas donner de l'argent comme ça à l'Afrique. Il faut qu'il rende des comptes. Et il y a ici un certain nombre de gens qui parlent 2-3 langues, qui peuvent revenir, aider l'Afrique, mais sous le contrôle de l'Europe. L'Europe, c'est là où ça prend la décision. Parce que le PAS, c'est 49 pays. La gouvernance, c'est la Banque mondiale. L'argent, c'est la Banque mondiale. Les prêts, etc. Tous les concepts de la gouvernance de l'État sont créés par la Banque mondiale et du type du FMI. Hinda, dans votre programme, quel est le point le plus important qui vous tient à cœur et que vous essayerez, si vous êtes élu, de défendre jusqu'au bout? Mais déjà, le professeur, il en a parlé, c'est nos enfants, ça c'est très important, l'enseignement. La diversité justement de culture est une richesse et ça c'est quelque chose qui vraiment est fondamental de comprendre que l'autre c'est pas mon ennemi, que l'autre c'est une richesse et je dois apprendre à le connaître et pour apprendre à le connaître je dois apprendre sa culture, je dois apprendre justement cette diversité de langues. Je suis aussi partisane de dire que réellement la laïcité, c'est aussi pour répondre tout à l'heure à votre question sur l'abattage musulman. Aujourd'hui, je me pose des questions sur justement pourquoi en politique on parle d'islam, pourquoi en politique on parle d'abattage alors que pendant des années on n'en a pas parlé. Aujourd'hui, on met que ça sur la table, alors que la laïcité c'est le respect de chacun dans leur pratique. Et ça c'est quelque chose qui est fondamental. Maintenant, aujourd'hui, on fait des faux problèmes, des problèmes pour en fait s'écarter de la réalité des choses qui est la réalité. Le peuple souffre, les citoyens souffrent, il y a de plus en plus de précarité, il y a de plus en plus aussi de familles monoparentales en souffrance, des familles aussi avec des enfants autistes qui ne sont pas pris en charge, avec des familles aussi avec des enfants en situation d'autres handicaps qui ne sont pas pris en charge. Vous avez de plus en plus de SDF, donc aujourd'hui je comprends pas pourquoi la priorité c'est aussi dans chaque pays qui compose l'Europe, c'est de s'occuper déjà avant tout que dans leur pays, leur population se sente bien. Donc faire en sorte, puisqu'il y a de l'argent, il y a des milliards quand on voit tout ce qui sort et tout, et c'est vrai qu'il n'y a pas trop de transparence. On va donner de l'argent à les pays africains au niveau des gouvernements, mais on voit toujours les Africains en souffrance, et on les voit là qui débarquent sur des bateaux et qui se disent mais je suis déjà mort, alors je préfère justement prendre le bateau parce que je me dis j'ai peut-être une chance de l'autre côté. Et bien aujourd'hui, ce qui est important c'est quoi? C'est que c'est vrai que ce projet d'Erasmus Afrique, il est intéressant dans le sens où quand vous avez des jeunes qui ne sont pas diplômés, qui sont en Afrique et qui n'ont pas de savoir-faire, leur donner cette capacité de pouvoir étudier, de pouvoir avoir justement ce savoir-faire, des diplômes, c'est une chance pour eux. Et après, justement, il y aura le choix à la fois des deux parties, c'est-à-dire du pays qui accueillera le jeune étudiant, et à la fois d'Erasmus, des partenariats, et à la fois de ce jeune où il verra là où il sera justement son intérêt, exactement, et son intérêt. Parce que le plus important, c'est quoi? C'est que ce sont aussi des amoureux de leur pays. S'ils quittent leur pays, c'est pas que justement ils veulent, ils sont obligés de partir parce qu'ils voient leurs frères et sœurs qui sont en train de mourir de faim, ils voient qu'il n'y a pas d'eau potable, ils voient justement qu'il y a la famine, et quand on voit tout ça et qu'ils se disent je suis peut-être la chance pour donner à manger à mes parents et de leur envoyer de l'argent, c'est la souffrance qui fait que. Alors aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir
avec beaucoup de transparence, créer des partenariats et faire aussi que dans ces pays africains, justement, il parlait, professeur Feka, qui parlait justement de capacité d'élite, de faire en sorte que cette élite puisse justement reconstruire l'économie. Il y a des économistes qui sont très compétents, il y a justement des sociologues, il y a énormément d'experts qu'on peut mettre sur le terrain pour reconstruire ces pays, pour valoriser ces pays et faire en sorte que justement, ils sont riches, ce sont des pays qui ont des richesses. Malheureusement, il y a c'est mal redistribué et puis il y a des personnes qui profitent des richesses et qui laissent mourir le peuple. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est voilà, cette valorisation de l'humain. Elle passe pour qu'il y ait cette Europe forte. Dans un premier temps, il faut des pays forts qui sont dans cette Europe. Et pour avoir des pays forts, eh bien, il faut agir au niveau de la précarité. Il faut agir avec ces personnes qui sont en souffrance. On le voit, hein, tout à l'heure, on parlait des gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est le peuple en souffrance. Ça, c'est important. Après, étant aussi chargé de l'écologie est très importante. Il y a de plus en plus d'utilisation, malheureusement, des lobbies, des OGM, des pesticides. Et aujourd'hui, on le sait, ça crée des maladies. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de favoriser tout ce qui est l'économie renouvelable, tout ce qui est aussi l'agriculture locale, l'agriculture biologique, faire en sorte justement de préserver nos sols qui sont pollués et qui créent des maladies pour nos enfants. Nos enfants sont les victimes de cette société qui veut toujours plus et qui crée malheureusement des perturbateurs endocriniens et qui font que nos enfants sont malades. On le voit, il y a eu des enfants qui ont eu des leucémies dans certaines régions. Et là, on se pose des questions. Aujourd'hui, ce qui est important justement, c'est d'être dans le respect de cette écologie, de cette planète qui est en souffrance. Les océans sont pollués, tout est pollué. Mais on ne peut pas vivre bien et dignement en polluant toute notre planète. Et ça fait aussi partie justement du civisme, du respect de la planète, du respect de la nature et des valeurs humaines. Et je pense que ça, vraiment, c'est très important de pouvoir les éduquer à nos enfants petits par de la pédagogie, par des ateliers de jardinage, des ateliers où ils vont se reconnecter aussi à la nature. Donc tout ça, ça fait partie justement de l'apprentissage, de la tolérance et puis de se dire du vivre ensemble, du respect de chacun. Et puis arrêtons de se poser des questions sur est-ce que c'est légitime l'abattage sur ceci, est-ce que c'est légitime ceci, ou de porter un foulard, ou de ceci ou cela. Aujourd'hui, nous sommes une société de souffrance. Eh bien, il faut aller dans le respect de l'autre, mais en se disant, voilà, on doit s'écouter les uns les autres. Et ce qui est important, c'est quoi? C'est que l'autre qui est en souffrance, je lui apporte des solutions. On parlait tout à l'heure de solutions au niveau de comment faire pour aider cette précarité, puisque comment faire pour avoir de l'argent. On a vu justement qu'il y a eu hier l'incendie de Notre-Dame et qui nous a tous touchés parce que c'est la culture, c'est le patrimoine de la France et c'est son histoire. Eh bien, on voit qu'il y a eu une personnalité qui a fait un don de 100 millions. Eh bien, c'est là où on se dit que, en fait, ne pas faire un autre impôt, mais faire ça sous forme de caisse de solidarité. C'est-à-dire, en fait, voilà, je crée une caisse de solidarité où chaque Européen mette justement, selon ses moyens, selon ses envies, comme des dons. On le voit pour le Téléthon, mais là, c'est pour justement des valeurs humaines, écologiques, enseignement, toutes ces valeurs justement, aider des projets pour la précarité, pour ces gens en souffrance au niveau de l'Europe, et ensuite, lorsque les Européens sont en parfaite santé, ont de quoi manger et vivre dignement, eh bien là, on peut justement faire en sorte, puisque je me sens bien, je commence par moi-même déjà. Donc si l'Europe est forte, cette Europe forte pourra décider pour aider les pays en voie de développement, les pays africains, par des partenariats, pour justement former ces jeunes qui sont en Afrique. Par un savoir-faire. Par un savoir-faire et surtout une transparence de l'argent qui est donné. Ça aussi, c'est important. Oui, oui. En fait, le problème de l'emploi qui touche un peu la plupart des pays en Europe, quand on analyse en fait la méthodologie, soit la manière dont est géré l'emploi au niveau européen et même mondial, on voit que on encourage beaucoup plus maintenant donc les entreprises à imposer ou soit à gérer l'emploi, à savoir les personnes qui doivent en fait se former pour répondre à un besoin
d'une entreprise ou une industrie. Donc on perd quelque part la capacité de créer des individus autonomes, intellectuels, des chercheurs, etc., qui vont faire des créations, proposer leur manière de faire fonctionner la société. Est-ce que dans ce sens-là, votre parti a une autre vision, ou sinon vous allez venir avec les mêmes propositions, à savoir laisser faire l'entreprise, l'entrepreneuriat, les multinationales vont choisir de qui adapter, qui ne l'est pas, et puis hop, on est reparti dans ce cercle vicieux qui va nous créer de toute façon, au fur et à mesure, encore du chômage. Bien, je vais lier votre question avec celle de l'Afrique, parce que c'est au niveau de la jeunesse, etc. Non, le parti a une vision d'une politique, d'une société de type entrepreneurial. C'est pas une société d'assistanat. C'est très important. Donc, dans l'éducation, vous avez deux choses. Il y a l'individu que l'on forme au niveau académique avec une autonomie totale, pédagogique, administrative et politique et d'autres de type financier, qui développe son partenariat, qui développe ce que c'est dans un monde qui va vers la concurrence, qui est univoque, et parce que le communisme n'existe plus, le socialisme n'existe plus, donc il reste qu'un modèle de type américain qu'on appelle la mondialisation, où les Américains pensent que Dieu parle anglais, qui ne comprend pas autre chose, et que leur monnaie, le dollar, est une monnaie de la devise, finalement, ils n'ont pas besoin, eux, de devise, c'est de la monnaie du monde entier. Il est dans son propre marché de type intérieur. Donc aujourd'hui, pour créer de l'emploi au niveau de l'Afrique et ici, il faut développer ce qu'elle disait ma collègue, Hinda. C'est le développement de l'économie de la mer. Et le Maroc et toute l'Afrique est tournée, et là il faut développer. Deuxième chose, il faut développer tous les travaux de climat, tous les travaux mer, terre et ciel, le renouvelable. Et là il y a des chantiers énormes au niveau, par exemple le Maroc fait de normes, bien sûr c'est pas lui qui l'a fait, c'est les Allemands qui ont les 15% de déficit au niveau climatique, ils ont pratiquement fait 99%, car le Maroc n'avait pas d'ingénieur, mais il le prend à son compte. Mais en général, les tuyauteries, c'est pour destiner à l'Allemagne. Mais son avantage, c'est d'avoir pris l'initiative de dire « j'y crois », à cette économie renouvelable, au biogaz, et alors ça c'est très important, parce que l'Afrique aujourd'hui, elle est très riche, elle a 90% de plutonium, elle a 50% des ressources en or, elle a 50% de diamants, elle a 33% d'uranium, elle a 70% de phosphate, elle a 9% des stocks mondiaux dans les 5 pays du pétrole. Mais les individus sont pauvres. Alors il y a un problème de gestion. C'est ça la question. L'Afrique est riche, mais est-ce que l'Afrique mais les hommes sont pauvres. Alors cette pauvreté-là, je ne pense pas que ces hommes-là, qui en général, comme je lisais ce que disait Poutine, les présidents de République, les ministères ils prennent de l'argent, ils font du tourisme en Suisse, en Allemagne, à Paris. Ils mettent leurs enfants dans les meilleures écoles. Ils viennent se soigner en Europe. Et ils investissent en Europe, et quand ils veulent mourir, eh ben ils meurent dans leur pays. C'est ce que disait un petit peu, comment il s'appelle, Poutine. Il vaut mieux investir en Afrique sur des cimetières. Ok, un dernier mot, Hinda, Jeredi. Un dernier mot, je dirais, vive la tolérance, la laïcité, vive le vivre ensemble, et surtout le respect de chacun. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment nous tient à cœur. Nous sommes dans la fraternité. Professeur, un dernier mot. L'UDLEF a une vision extraordinaire. Elle est partagée entre les praticiens et les théoriciens. Les théoriciens, ils ont compris en Europe, parce que ils ont soit étudié, soit ils sont venus des pays africains, au lieu que les pays africains s'en occupent, et qu'ils en profitent d'eux, finalement, ils partent parce que les structures de l'infrastructure économique et de la démocratie n'existent pas. C'est du folklore, c'est de la danse du ventre dans tous les pays, sans aucune exception. Ce sont des gens qui ont une vision, telle que nous l'avons sur l'Europe, sur le fédéralisme, sur la fiscalité, sur l'éducation, etc. Je ne vais pas tous les citer, au niveau de l'Afrique aussi, mais qui n'ont pas la possibilité de les mettre en Afrique. Ils sont obligés de s'allier à des partis politiques ou de le donner à des hommes politiques. Et nous avons également des praticiens qui sont sur le terrain, mais qui ramènent, qui rabattent, qui expliquent, qui font beaucoup de pédagogie sur le côté humain, sur le côté social, sur le côté de la fiscalité, sur le côté des gilets jaunes, qui, en dehors des partis, c'est des mouvements de type spontané,
mais ils n'ont pas cette vision parce qu'ils n'ont pas le temps de lire. Et ce couplage des grands intellectuels qui sont rejetés par les partis et qui ne veulent pas rentrer dans les partis sectaires, des partis souverainistes, des partis racistes, des partis qui ne voient que leur... Alors qu'on est en face de la mondialisation, et ben donc on les aide, et ce couplage, ça nous donnera ensemble la force de la France dans une France forte, je dirais dans une Europe puissante, car si elle serait la deuxième puissance mondiale. Merci professeur Fkak, vice-président et chargé des affaires européennes et africaines. Merci Inda Djeredi, qui est aussi chargée des affaires sociales et écologiques et humanitaires au sein du même parti UDF qui est Union démocratique, liberté, égalité, fraternité. Madame, monsieur, c'est ici que se termine notre émission de ce soir. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Bravo et merci beaucoup.